Oui, on nous a demandé là d'intervenir sur un sujet un peu de notre choix, sachant qu'il ne fallait pas que ce soit hors sujet par rapport à la problématique dont on parle ce week-end. Moi, je vais faire une rapide introduction qui va prendre, à mon avis, autour de 20 minutes pour recadrer. J'ai plusieurs casquettes. Je travaille en direct, je suis un des spécialistes des techniques de construction alternative, donc je travaille dans un milieu qui est riche de techniques, de profusion, d'idées, de choses comme ça, mais je travaille aussi dans un milieu plus officiel, avec les collectivités, le ministère, des choses comme ça, des grands organismes nationaux, tout ça. Donc je travaille sur les deux choses et ce qui m'intéresse, c'est œuvrer pour que la façon qu'on a d'habiter soit le plus compatible possible avec la préservation de l'environnement. Donc simplement ce diaporama en introduction au sujet et qui finira par une diapo finale vis-à-vis de la paille, puisque c'est quand même le sujet du week-end. Donc simplement pour intégrer, pour reposer le sujet, les nouveaux enjeux du bâtiment sont environnementaux. Donc si ce n'était pas forcément évident pour tout le monde il y a encore 5 ans, s'il y a 10 ans, quand on parlait à un maçon, un menuisier ou à un professionnel du bâtiment, je dirais quelqu'un, peu importe qui, que ce soit un archi, un ingénieur et tout, un professionnel du bâtiment, il ne ressentait pas forcément, c'était pas une évidence pour lui, alors que maintenant c'est devenu une évidence, entre autres avec la problématique du réchauffement climatique. C'est-à-dire que les gens du bâtiment savent que leur façon de travailler, ce qu'ils font, les choix qu'ils font au quotidien, a une réaction directe avec l'environnement. Donc sur différents sujets qui sont présentés là, simplement il faut intégrer que le bâtiment, c'est au minimum 25% des émissions de gaz à effet de serre au niveau de la France. Il y a la problématique des pluies acides, la couche d'ozone, du saturnisme, de l'amiante. Il y a aussi le fait que le bâtiment utilise 40% de l'énergie, plus de 40% de l'énergie utilisée en France. Principalement, on verra pour le chauffage de nos bâtiments, chauffage à la clim, mais surtout le chauffage, et 50% des matières premières. Donc le monde du bâtiment, je dirais ça, c'est des réalités que le monde du bâtiment a intégrées. Donc que vous soyez professionnel, si vous êtes professionnel, c'est entre autres par vos organismes professionnels que vous avez été informés de ça. Et si vous êtes client ou potentiel client écolo, il faut réaliser que ça a changé depuis 5-10 ans. Le professionnel que vous avez en face, c'est désormais que son action quotidienne a une relation directe avec l'environnement. Sachant que sur ces différentes préoccupations environnementales, il y a une priorité, qui est un défi planétaire qu'on a collectivement, c'est de limiter drastiquement notre production de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et ça, je dirais, si on ne met pas les bouchées, pas double, mais triple ou quadruple, on n'y arrivera pas. Donc quelque part, on a vraiment un challenge là, et ça va inviter à une remise en cause réelle et quasiment globale de notre façon d'approcher le bâtiment. Alors, on voit que la production de CO2 est quasiment directement proportionnelle à l'énergie qu'on consomme. Alors un bâtiment si on s'arrête là, au bâtiment, un bâtiment, qu'est-ce qu'il consomme sur sa vie entière? C'est-à-dire du premier coup de pelle pour ouvrir les fondations jusqu'au dernier coup de collet pour casser 100 ans, 50, 75 ans ou 200 ans après la maison. Alors qu'est-ce qu'il consomme comme énergie? Alors, en moyenne en France, plus de 50% pour le chauffage et la clim, l'éventuelle clim, donc de l'ordre de 55%. Bien entendu, si vous avez une maison à Marseille ou dans le Nord, c'est pas tout à fait la même chose. De l'ordre de 15% pour le coût de la construction, de l'ordre de 15% pour l'eau chaude sanitaire et de l'ordre de 15% pour les autres besoins électriques. D'accord? Donc la problématique du bâtiment vis-à-vis de l'environnement est globale. Il y a une priorité des priorités pour lutter contre les gaz à effet de serre, la production de gaz à effet de serre, c'est de s'attaquer à la consommation énergétique du bâtiment. Voilà ce que ça donne au niveau de sa vie. Donc, la priorité des priorités, c'est d'avoir des bâtiments faciles à chauffer et qui n'aient pas besoin de clim pour assurer un confort en période chaude.
Alors, où est-ce qu'on en est en France par rapport à la performance thermique des bâtiments? Ça, c'est un article de Que Choisir de 2004. Depuis cet article-là, il y a eu une nouvelle réglementation en France. Donc, je dirais les mauvaises notes qui sont mises 150 à 200 pour l'avant-avant-dernière maison, 270 à 400 pour la dernière, ces mauvaises notes seraient un peu meilleures maintenant, mais le classement n'aurait pas changé. C'est-à-dire que pour le chauffage électrique, si on est juste réglementaire en France pour le chauffage électrique, on resterait bon dernier. Et si on a un autre système de chauffage que le chauffage électrique, on serait encore avant-avant-dernier. Donc ça, c'est la réalité réglementaire française. Et on peut la comparer... On n'est pas les derniers, les Albanais sont derrière nous. Voilà, donc il est possible qu'au niveau planétaire, nous soyons avant-derniers. Sur le nombre d'États pris en référence là, nous sommes les derniers. Donc ça, c'est une étude qui a été faite, entre autres, par l'école des mines de Armin, qui est le labo de l'école des mines de Paris. Alors, on remarque que sur la droite, il y a tout ce qui est réglementaire, et on voit là, jusqu'à la réglementation au Royaume-Uni, on est là. Donc tout ça, c'est le droit à produire que nous permet d'avoir si on est la réglementation, si on est juste conforme à la réglementation. Sinon, on voit qu'il y a des initiatives par rapport aux chiffres, qui sont largement en dessous. C'est la Suisse avec l'initiative de Minergie, c'est l'Allemagne avec les maisons passives, ou c'est encore l'Allemagne avec les maisons à énergie positive, qui, elles, fabriquent plus d'énergie à l'année qu'elles n'en ont besoin pour fonctionner. Donc c'est un concept tout à fait possible, en tout cas en tant que professionnel du bâtiment, on sait réaliser ces bâtiments. Donc on voit que la France n'est pas très bonne, donc on peut avoir différentes réactions, on peut dire, on peut rester devant sa télévision à gueuler, à pester après le gouvernement. On peut se dire aussi, on n'est pas bon, donc c'est facile de s'améliorer. Et on va repérer qu'il y a, si on se pose cette question-là, on va voir qu'il y a un produit qui n'est pas le produit optimum, mais qui est relativement facile à atteindre, et surtout qui est d'ores et déjà généralisable avec l'argent qui est investi, à peu près la somme d'argent qui est investie dans les projets, la compétence qu'ont les acteurs du bâtiment et les matériels et matériaux qui sont présents sur le marché. Donc on va repérer non pas en priorité, non pas les initiatives les plus intéressantes qui sont sur la gauche, mais par exemple l'exemple suisse de Minergie. Et voici comment Minergie visualise la performance des bâtiments. Je vous rappelle, la performance thermique des bâtiments, c'est la priorité des priorités. On parlera de la paille après. Voilà comme Minergie visualise la performance des bâtiments. Donc si vous faites un bâtiment qui est juste conforme à la réglementation thermique, ou bien si vous dites j'ai un bâtiment existant, eux, ils le comparent à une casserole percée. Et pour qu'il y ait de l'eau dans cette casserole, le robinet représente le chauffage. Donc il y a besoin effectivement d'un robinet qui coule à fond. Voilà, puisque la casserole est percée. Donc si vous faites actuellement construire une maison juste réglementaire, voilà comme ils expriment la performance de votre maison. Enfin, vous avez le droit d'avoir une passoire. Il y a un bâtiment qui correspond au bâtiment que j'ai dans la liste des maisons tout à l'heure, celui que j'ai entouré, c'est le bâtiment basse énergie qui, a priori, est un optimum, en tout cas, une solution d'ores et déjà généralisable. Et sinon, il faut réintégrer, donc l'exemple allemand que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on peut faire mieux, c'est le bâtiment très basse énergie. Donc soit il y a le bâtiment standard, soit le bâtiment basse énergie, soit le bâtiment très basse énergie, et on va mettre l'accent principalement sur ce bâtiment médian, sachant que les maîtres d'ouvrage, les clients qui veulent faire mieux, il y a des possibilités techniques de faire mieux, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que c'est quand même plus cher et parce que ça demande un accompagnement beaucoup plus précis des équipes, que ce soit des équipes de conception, des équipes d'ingénierie et des équipes sur le chantier pour la réalisation. Donc simplement, ça c'est les 2 minutes pub. C'est que par rapport, je vous ai dit, soit on reste, quand on voit la mauvaise note de la France, le mauvais classement de la France, soit on reste dans son siège en face de sa télé et on pèse après le gouvernement, soit on prend des initiatives simplement pour vous dire qu'un collectif s'est créé au niveau national pour créer une dynamique qui mette en valeur ce produit
de qualité, donc qui est entre 2 et 3 fois supérieur en moyenne à la réglementation actuelle. Donc ce collectif s'appelle Effinergie. Il y a 10 membres fondateurs. Je ne sais pas si j'ai laissé... Non, j'ai ôté la diapo des membres fondateurs, je me posais la question. Donc enregistrer simplement que c'est un collectif un peu surprenant, dans le sens où il y a dans le même groupe de travail des collectivités locales, des industriels, des professionnels de l'écologie, des banques et des scientifiques. Donc finalement, le fait qu'on soit arrivé à s'entendre, avec 5 profils différents, arrivent à s'entendre au quotidien pour travailler, ça a créé de manière quasi magique une certaine légitimité au niveau national. Et c'est vrai, par exemple, qu'on est arrivé à travailler avec le ministère, là où, a priori, il y a des points de blocage avec le ministère sur ces sujets-là. Donc, enregistrer qu'Effinergie, le collectif Effinergie est né. Il y a des gens de Toulouse qui m'ont dit, est-ce que la région de Toulouse est membre? Je me suis trompé hier soir. Elle est en passe de signer son adhésion. Dans un premier temps, actuellement, il y a Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Alsace, en collectivité locale, Bourgogne, PACA, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées arrive, Aquitaine arrive, Île-de-France arrive, Rhône-Alpes arrive, et puis il y en a, Centre arrive aussi. Donc il y a, je dirais quasiment maintenant, il y a 50% de la France dans cette dynamique-là. Alors là, on va parler du bâtiment basse énergie, c'est-à-dire la casserole du milieu. Celle de droite, on sait faire, mais c'est plus compliqué, donc on va parler de celle du milieu. Et pour moi, celle de gauche, bâtiment standard, il faut l'oublier. C'est une erreur maintenant de demander un bâtiment qui n'est que conforme à la réglementation thermique, tellement la pertinence de la casserole du milieu, je dirais du bâtiment qui est 2 à 3 fois plus performant, est évidente. Donc, en tant que client ou en tant que professionnel, imposez-vous les performances au minimum de la basse énergie. Et si vous êtes volontaire et compétent, et je sais qu'il y a des gens qui ont dans le projet actuellement de faire des bâtiments très basse énergie ou passifs, donc qui correspondent à la casserole de droite. Donc, ce qui va faire avancer le chimique maintenant, c'est la casserole de droite. Et ce qu'il faut généraliser maintenant, c'est la casserole du milieu. Samuel, la basse énergie, c'est à peu près 20 ans d'avance sur la réglementation thermique actuelle. Voilà. Mais la réglementation, quand on critique le ministère est clair. Il dit la réglementation thermique, c'est la voiture balai. Quel ministère? Le ministère de l'équipement. C'est le ministère de l'équipement qui définit la réglementation thermique et les labels qui sont liés. Voilà. Ministère de l'équipement chapeaute le ministère du logement. Voilà. Donc c'est le ministère de l'équipement. Mais ils sont clairs, ils disent nous, on définit la limite au-delà de laquelle on est hors la loi. Ils nous disent, c'est pas de notre faute si les acteurs de France se satisfont d'être juste à la limite à partir de laquelle on n'est plus hors la loi. Jamais un ministère a dit, ne faites pas mieux que le minimum réglementaire. Sauf que nous, en tant qu'acteurs de terrain, on a tendance à dire, ou en tant que client, ben, vous allez me faire quelque chose de réglementaire. Mais quelque chose de réglementaire sur ce sujet-là, c'est pas du tout adapté aux réalités environnementales et économiques de demain. Et de demain matin. Donc simplement, la diapo là, qui est une diapo pour nous, en tout cas pour moi qui travaille beaucoup avec les professionnels, une diapo centrale. Parce que quelque part, alors qu'elle est a priori sympathique, ludique et tout, elle renferme pas mal de choses. Elle renferme entre autres le fait que le monde du bâtiment est un monde de spécialistes. Et jusqu'à maintenant, pour être bon, on travaillait avec des spécialistes, c'est-à-dire qu'on se faisait plaisir à aller très loin dans les options. C'est-à-dire que soit on disait je veux une maison solaire, on allait très, très loin sur l'approche solaire et on ignorait d'autres points. Alors que ce bâtiment basse énergie, donc ce bâtiment qui est pertinent au niveau économique et au niveau écologique, c'est pas forcément aller très loin sur une ou deux, voire 3 pistes, c'est d'être bon partout et surtout de ne pas oublier un des points importants. Et dans les points importants, c'est pour ça qu'il y a un sous-titre, une addition de bon sens et de solutions optimisées, et non la recherche de solutions je dirais, optimum.
On cherche des bonnes solutions et non à faire des trucs, le must du must dans tous les coins. Si vous faites le must du must dans tous les coins, c'est la casserole de droite, c'est qu'il n'y a pratiquement plus de trou, c'est ce qu'on appelle la maison très basse énergie ou la passive. Mais ça coûte très cher, mais je dirais, quand on fait un calcul sur 30 ans par exemple, avec certains scénarios d'évolution de l'énergie très probables, c'est tout de même économiquement, dans pas mal de configurations, c'est économiquement pertinent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bâtiment basse énergie, c'est-à-dire performant, et qui corresponde au défi du facteur 4, c'est-à-dire, si tout le monde se met à la basse énergie d'ores et déjà, on limitera, le monde du bâtiment en France divisera par 4 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. En neuf, si on s'y met en neuf et en réhabilitation. Donc c'est quoi? C'est une isolation, un vitrage très performant, c'est une enveloppe étanche à l'air, parce que en France c'est une de nos faiblesses par rapport à nos voisins suisses, allemands, scandinaves, en tout cas d'Europe du Nord, c'est qu'il y a plein de petites fuites dans le bâtiment et c'est vrai que de fait, ça contrarie énormément la performance globale du bâtiment. Et enveloppe étanche à l'air, peau thermique limitée, donc ça c'est une première famille. La deuxième famille, c'est plus par rapport au bâtiment neuf, celle de droite et celle de gauche pour la réhab tout autant que pour le neuf. Celle du milieu, c'est des bâtiments compacts. Souvent les gens me disent, on pourra en parler, ça coûte cher. Voilà. Je prends l'exemple de la maison en L avec la tour au milieu. Je dirais, vous ôtez la tour, vous enlevez le L, vous en faites un rectangle à peu près simple, vous amenez quand même de la richesse architecturale, parce que c'est pas parce que votre maison a une forme relativement simple qu'elle est moche. Mais vous ôtez la tour, vous avez le même volume intérieur, je dirais, vous avez la basse énergie pour moins cher que votre L avec votre tour. Votre maison L avec votre tour. Donc tout est relatif, ça dépend de la priorité que vous amenez. Donc bâtiment compact, c'est vrai qu'un bâtiment compact c'est beaucoup plus facile d'avoir pour un moindre coût d'investissement un bâtiment performant. L'ouverture au soleil, donc ça c'est entre autres la conception bioclimatique, donc optimiser la conception bioclimatique. Jean-Pierre Oliva parlera pas mal de ce point-là tout à l'heure, mais aussi la protection solaire. Je travaillais avec Castorama l'autre jour, la direction Monsieur Développement Durable de Castorama, qui me demandait ce que je pensais d'amener un label environnemental sur ces clims qui utilisaient le moins d'énergie possible. J'ai dit, vous n'aurez jamais c'était VVF, il travaille avec VVF. Et moi, j'avais capacité à m'opposer au fait que VVF m'avait chargé de donner un avis par rapport à ça. Et j'ai dit, vous n'aurez jamais d'autocollant VVF sur une clim. J'ai dit, par contre, sur des ventilateurs simples, pour la contribution rafraîchissement, vous pouvez peut-être, il faut regarder là, peut-être près, vous pouvez peut-être éventuellement avoir un sticker VVF, mais par contre, vos stores extérieurs, vous avez pensé leur donner un sigle VVF, parce que autant la clim ne peut pas en avoir, autant un store extérieur, c'est complètement pertinent d'un point de vue global par rapport au fait d'empêcher le soleil, la chaleur de rentrer. Mais quand tu dis VVF, que tout le monde comprenne bien, WWF, oui, ça n'a rien à voir avec EDF. Hein, parce que quand on parle vite, on pourrait confondre. Voilà, donc c'est WWF. Voilà, le petit panda et non la belle petite. C'est quoi EDF, c'est une étoile, une fleuve. Très orange. Je suis en orange, je ne suis pas sponsorisé par EDF, ni par le modem, ni par les Ukrainiens. Voilà. Alors, bâtiment compact, ouverture au soleil et protection solaire, ventilation optimisée, là aussi c'est un point technique, on ne pourra pas rentrer dans ces points techniques, mais je dirais il y a plein de choses stupides qui se font au niveau de la ventilation en France encore actuellement. La ventilation de base proposée dans la construction est une ventilation stupide, et le fait de ne pas mettre de ventilation est une solution stupide à ce sujet ventilation. La dernière chose, chauffage performant, utilisation d'énergie renouvelable. Donc c'est qu'à la fin, on se dit, qu'est-ce qu'on va mettre comme chauffage? C'est-à-dire que vous ne faites pas une maison en disant, je veux un chauffage bois. Peut-être.
Mais vous faites déjà une maison performante et après vous voyez quel est le mode de chauffage le plus optimum. Et c'est vrai que le bois est souvent bien placé. Mais je dirais, vous ne commencez pas en disant je veux une maison pour avoir un chauffage bois. Je veux une maison, faites une maison performante et c'est après qu'on se pose la question du système de chauffage. La dernière chose, l'eau chaude sanitaire solaire. Donc là, je dirais, si vous avez un pan de mur ou un endroit pour mettre un capteur à peu près bien orienté, il n'y a pas photo. Partout en France, il est pertinent pour l'eau chaude sanitaire de mettre des capteurs solaires. Donc je dirais, pour avoir ce bâtiment énormément performant par rapport à ce qu'on fait habituellement, ce bâtiment basse énergie, qui est, j'ai 99 fois sur 100, pertinent également en termes d'investissement économique, c'est traiter ces 9 points avec intelligence et pas forcément avec surinvestissement. Je prends l'exemple du triple vitrage. Aujourd'hui, on fait du triple vitrage. Pour cette casserole du milieu, pour la basse énergie, ce n'est pas forcément nécessaire. Vous allez mettre du triple vitrage si sur un des 9 points, si vous avez négligé un des autres points, et puis où il faut rattraper un peu par rapport à ça. Effectivement, le triple vitrage est réellement plus cher que le double vitrage, mais enfin, ça tente à se calmer là. Et je sais qu'il y a un fabricant en Ardèche, désormais, de triple vitrage. André, voilà, Tournant. Voilà, André à Tournant. Juste la ventilation, si ventilation absurde, non ventilation absurde, mais qu'est-ce qui n'est pas absurde? Alors, pour simplifier, il y a 3 types de ventilation qui valent le coup d'être rapprochés. C'est la ventilation double flux. Mais bon, je ne vais pas expliquer, j'ai pas le temps là d'expliquer. Donc pour les gens qui savent un peu, je dirais, je pense que pour les gens qui veulent noter, on pourra éventuellement en reparler dans la question. C'est quand même une question centrale. Voilà, donc ventilation double flux. Donc je cite simplement la définition des équipements. Ventilation double flux à récupération de chaleur, ventilation hygroréglable de type B ou ventilation par insufflation. Voilà. On va voir simplement là sur un des sujets, donc on ne va pas voir tous, donc j'ai pas réservé mis en priorité la ventilation, donc c'est pour ça que je me suis permis de répondre à la question pour la balayer en 20 secondes, sauf s'il y a une question après, on y reviendra. Qu'est-ce qu'avoir? Une isolation à un vitrage très performant, une enveloppe étanche à l'air, des ponts thermiques limités. Alors c'est déjà épais d'isolant ou quelque chose qui équivaut à épais d'isolant. Donc ça, c'est également, entre autres pour moi, un changement, une invitation à un changement, parce que la brique monomure, par exemple, que je trouvais fort sympathique, et quand j'ai construit, j'ai hésité entre la paille et la brique monomure, la brique monomure, quelque part, par rapport aux exigences qu'il faut avoir aujourd'hui dans les bâtiments, contrairement à ce qu'on croyait il y a 5 ans, effectivement, elle est presque déclassée pour la partie nord de la France. Voilà, elle amène un bon compromis isolation-inertie, donc c'est surtout intéressant pour la partie sud. Donc il y a des solutions comme ça qu'on trouve géniales, qu'on trouvait géniales, mais qui de fait se retrouvent un petit peu out. Oui, alors il faut savoir que tous les 5 ans, la réglementation thermique est rendue de plus en plus exigeante, même si c'est encore très insuffisant. Donc la brique monomure pour le nord de la France, maintenant il faut passer à 50 cm. Dans la RT 2010, il faudra passer à 65 cm et dans la RT 2020 ou 2025, il faudra passer quasiment à plus d'1 mètre d'épaisseur pour les murs, si on veut rester au minimum de la réglementation thermique en cours. Donc il faudra bientôt, on aura pratiquement 1 mètre carré de monomure par palette. Voilà, donc c'est un peu les limites du procédé. Qui a beaucoup de côtés séduisants par ailleurs. Par ailleurs. Alors, il y a simplement une personne qui a allumé, qui a pressé sur un bouton, ça a allumé la lumière derrière l'écran et ça fait perdre un peu de la qualité visuelle. Alors, qu'est-ce qu'une isolation performante? Donc, on va prendre cette maison basse énergie, qu'est-ce qu'il faut y faire? Donc, les murs, il faut les isoler effectivement plus que ce qu'on a l'habitude, puisqu'on a l'habitude de mettre plutôt autour de 10 cm. Donc, il vaut mieux mettre l'équivalent de 15 à 20 cm. Pour la toiture, c'est entre 25 et 30. Donc là, c'est pas un énorme effort par rapport à ce qu'on fait, puisqu'on est quand même nombreux dans l'approche écologique à mettre déjà 25-30 cm. Et sinon, pour les vitrages, l'effort est encore moindre, parce que le vitrage qu'on met majoritairement depuis 5 ans correspond à ce qu'il faut mettre pour avoir ce bâtiment-là. Sauf que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des bâtiments réellement performants, et des performances durables, et pas seulement performants
au niveau de l'étude thermique, c'est-à-dire au niveau de la photographie qu'on peut faire du bâtiment, au niveau de la conception. Donc une isolation performante et durable, ça signifie aussi autre chose. Donc c'est pas qu'un équivalent épaisseur d'isolant, c'est déjà une invitation à s'affranchir du réflexe isolation par l'intérieur, parce que l'isolation par l'intérieur, il faut gérer les ponts thermiques, c'est pas toujours possible. Donc c'est vraiment une problématique, et c'est vrai que quand on a le réflexe isolation répartie ou isolation extérieure, c'est beaucoup plus facile d'avoir une isolation optimum. Il faut utiliser des isolants denses pour éviter les tassements. Donc là, je travaille, je vous ai dit, avec différents publics, et les gens, quand je travaille avec Isover, ils me disent « mais vous cassez la laine de verre ». Je dis « je casse d'abord la laine de verre bas de gamme, qui se casse la figure, et qui fait peut-être 80% du marché de la laine de verre. C'est-à-dire que de la laine minérale dense, avec un pare-vapeur ou un frein vapeur correctement posé, ça veut dire étanche à 100%, quelque part, celle-ci, je ne m'y oppose pas. Dans le principe, c'est pas celle, en tout cas j'ai 10 ans d'expérience de chantier derrière moi, qui tarde un peu, c'est pas le matériau que j'aimais mettre en œuvre. Donc j'en ai jamais mis en œuvre dans mes 10 ans d'expérience, mais techniquement, c'est quelque chose qui isole une laine de verre dense, très bien posée, tout ça. Sauf que je m'oppose aux isolants qui ne sont pas denses et donc qui s'affaissent. Et je dirais quand on fait des photos, des caméras thermiques, des photographies thermiques de bâtiments qui ont des fois 1, 2, mais plus ils sont vieux, plus on voit la chose, c'est quand vous voyez qu'à chaque étage, il y a 20 cm de vide où il n'y a plus d'isolant, je dirais, bon, on va pas trop le dire aux clients parce que on va pas se faire, on va pas être copains avec les entreprises, mais quelque part ça fait mal quand le but c'est d'avoir en finale une performance énergétique réelle des bâtiments. Il faut avoir des bâtiments très étanches à l'air, donc faire la poursuite, la chasse aux fuites, entre autres quand ils sont nécessaires, les freins vapeurs, les pare-vapeurs, très très bien les poser, et c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment faire en France. Sur le bâti ancien, donc quelque chose d'extrêmement important, avoir des complexes isolants, quand on ramène des complexes isolants, qui respectent l'équilibre hygrothermique des murs, des parois existantes. Ça fait, c'est bon, on a entre 20 et 30 ans d'erreurs là derrière. Si on peut ne pas les poursuivre, c'est pas plus mal. Je dirais, quand on a un mur ancien fait avec une technique, donc que ce soit de la pierre, de la terre, du torchis, différentes techniques comme ça, ben, on ne peut pas faire comme si c'était un matériau type béton. Voilà. Il faut éviter les ossatures traversantes, privilégier 2 couches croisées à une couche épaisse, etc. Ça veut dire qu'une isolation performante, c'est pas que un matériau isolant épais, c'est une démarche qualité au niveau de la conception et au niveau de la réalisation. Donc là, simplement, on attaque la dernière ligne droite de mon exposé. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, la priorité des priorités au niveau collectif, le défi qu'on a, c'est de limiter drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. On a vu que pour un bâtiment, sur sa vie entière, la grosse partie, c'était le chauffage. Et de fait, la priorité des priorités, quand on est professionnel du bâtiment ou quand on est client et qu'on a des exigences, c'est avoir une maison, un bâtiment performant. Sauf que quand on arrive à commander un bâtiment performant, donc, voici la ventilation, hein, le camembert que je vous ai présenté là, sauf que quand on arrive à avoir ce bâtiment qui correspond à la basse énergie, donc la casserole du milieu, et qu'on a un comportement à peu près économe, c'est-à-dire en tant que citoyen, dans sa maison, on ferme les lumières, on ne met pas le chauffage partout à 22 s'il y a besoin qu'il soit à 19 dans le séjour et à 17 dans les chambres, ça suffit. Donc quand on a un comportement économe et un bâtiment relativement bien fait, la ventilation entre ces postes change. Et voilà ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on globalement, on diminue de 2 à 3 la consommation énergétique de notre bâtiment et la ventilation n'est plus du tout la même. Et là, on voit qu'il y a un poste qui était minoritaire, qui était la construction, qui devient premier ex aequo avec le chauffage, la ventilation, la clim. Ça veut dire que si la priorité d'aujourd'hui, c'est de faire des bâtiments thermiquement performants, la priorité de demain,
c'est de faire des bâtiments qui, au niveau de leur construction, du coût pour l'entretien du bâtiment et de la déconstruction, coûtent peu à l'environnement et principalement en termes énergétiques. Là, c'est une approche seulement énergétique. Donc l'incidence du choix des matériaux va, dans l'avenir, prendre de plus en plus d'importance, avec un bonus évident pour les matériaux de puits de carbone, puisque, par exemple, le bois ou les fibres végétales ont un bilan carbone qui s'oppose je dirais, ils ont, pendant leur croissance, ils ont transformé du CO2 en oxygène, et non le contraire par rapport aux autres bâtiments, donc par rapport aux autres matériaux. Donc, ce sujet-là, je dirais, ne tient pas encore le haut c'est pas les premières pages des journaux, mais si les organismes, entre autres, les organismes professionnels du bâtiment commencent à s'y intéresser très sérieusement, c'est parce qu'ils veulent pas être à la traîne et ils savent que c'est le souci de demain matin. Voilà, donc le souci d'aujourd'hui, c'est d'être meilleur au niveau thermique, et le souci de demain, c'est de ne pas l'être avec n'importe quel type de matériaux ou système constructif. Alors simplement là, la paille dans tout ça, et c'est la dernière diapo, j'ai repris mes trois casseroles de tout à l'heure, bâtiment standard, bâtiment basse énergie, bâtiment très basse énergie, et j'ai mis un bâtiment à droite qui est encore mieux, donc qui est un bâtiment qui consomme très peu d'énergie et qui coûte très peu à la nature, à l'environnement, pour être construit. Alors comment est-ce qu'on se place, comment est-ce que se place la paille, l'utilisation d'une technique paille par rapport à ça? Au niveau du coût d'une construction paille, un mur paille coûte plus cher qu'un mur standard. C'est-à-dire que si vous faites construire une maison en parpaing doublé en polystyrène, ou si vous faites construire une maison en paille, le mur paille coûte plus cher que le mur en parpaing. Donc vous êtes à peu près dans le coût des parois, que ce soit le mur ou la toiture, vous êtes plus cher que le marché classique habituel du bâtiment actuel, mais guère plus cher. Vous êtes entre des parois qui coûtent entre le bâtiment basique, qui n'est pas satisfaisant, en tout cas pour moi, et le bâtiment basse énergie. Au niveau thermique, les performances thermiques d'une paroi paille correspondent déjà à ce bâtiment, qui n'est pas le bâtiment de demain, qui n'est pas le bâtiment que je promeus en priorité là, mais déjà le bâtiment qui va être encore à la page dans 20, 30 ou 40 ans. C'est-à-dire que la paille, de par ses performances thermiques, est presque le matériau de demain ou après-demain. C'est peut-être pour ça que finalement tout le monde ne s'y intéresse pas encore, parce que ce n'est pas forcément le matériau qui correspond à ce que les gens ont en tête actuellement. Et au niveau environnemental, parce que c'est une ressource locale, parce que c'est un matériau de puits de carbone, et parce que c'est un matériau qui coûte très peu à l'environnement pour être produit, eh ben, au niveau environnemental, c'est effectivement complètement à droite, ça correspond au standard le plus élevé qu'on peut avoir vis-à-vis du bâtiment environnemental actuellement. Donc voici comment se place la paille, et voici en tout cas personnellement pourquoi depuis 15 ans j'ai découvert la technique, l'utilisation de la botte de paille dans la construction. Je pense que c'est ouvertement une technique d'avenir. Voilà, maintenant Jean-Pierre. Je vous remercie. Depuis 20 ans ensemble, on a fait plein de choses ensemble au niveau de la construction. On est aussi des expérimentations, donc ensemble, on est aussi partenaires en même temps on a écrit des livres ensemble, au moins un pour le moment. On a un gros chantier sur un deuxième qui devrait venir. On est aussi partenaire du réseau Éco-Bâtir, je tiens à le dire, parce que c'est un réseau qui est assez important, qui existe depuis bientôt 14-15 ans en France, qui rassemble beaucoup d'acteurs de la construction écologique, des architectes, des entreprises, des autoconstructeurs, toutes sortes des maîtres d'ouvrage même. Et donc ça mérite d'être souligné, oui. Voilà, alors le diaporama que je vous présente, il va y avoir pas mal d'illustrations qui vont venir en recoupement et en superposition par rapport à celle de Samuel, que comme je vous l'ai dit avant, c'est un peu improvisé, hein, on a ajusté ça à la conférence d'aujourd'hui. Alors c'est extrait d'une conférence que j'ai fait la semaine dernière à Nyons pour le salon Autrement,
qui était destiné aux acteurs de l'économie locale, les élus, les agriculteurs, destiné à montrer qu'il y avait dans les sous-produits agricoles et dans même souvent des déchets, ce que l'on considère comme des déchets agricoles, une source d'enrichissement humain, économique, écologique de toute première grandeur, et qu'en général on néglige, et qui est vraiment l'avenir aussi de la construction. Alors les enjeux, je ne les répéterai pas, hein, tout le monde commence à en avoir entendu parler. Hein, l'empreinte écologique de notre consommation fait que nous sommes en train de taper à bras raccourcis dans notre capital de ressources non renouvelables. Hein, ici c'est dans la ligne du haut, c'est le nombre de planètes qu'il nous faudrait consommer, dont il nous faudrait consommer les ressources si tout le monde vivait par exemple comme un habitant des États-Unis. Hein, il en faudrait au moins 5, 3 si on vivait comme un Français, 1 si on vivait comme un Chinois à l'heure actuelle, mais ça ne va pas durer. Et évidemment, tout ça c'est encore possible parce qu'une grande partie de l'humanité vit très en dessous des besoins minimums d'une simple survie décente. Bon, le réchauffement climatique, bon, on sait très bien aussi quels sont les enjeux. Ici, sur ce graphique, ils sont très nettement visualisés par la corrélation qu'on peut faire depuis 400 000 ans entre l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et l'augmentation des températures. En bleu, l'augmentation des gaz à effet de serre. Bon, ça c'était naturel, évidemment, hein, des éruptions volcaniques, des événements géologiques, etc. ont provoqué ces variations, mais à l'heure actuelle, il est prouvé que c'est l'activité humaine qui fait qu'on atteint des seuils, des sommes qui sont très largement supérieures à tout ce qu'on a connu depuis 400 000 ans. Et il faut préciser aussi que ceci, ça se fait depuis à peu près 150 à 200 ans, alors que ces variations climatiques à l'échelle géologique se sont produites sur des millions d'années, avec toutes les conséquences sur la biodiversité, sur l'économie que l'on connaît. Bon alors, Samuel a précisé l'impact de l'environnement dans ces productions de gaz à effet de serre. Cet impact, il est d'abord du point de vue de la consommation énergétique, donc on peut... bon, je ne m'étendrai pas sur les différents types de bâtiments, puisqu'il a montré un autre graphique qui est encore plus parlant. Voilà, alors on peut réhabiliter également des bâtiments très énergivores comme la colonne de gauche à des consommations, pour obtenir des consommations qui sont nettement plus performantes, comme font les Suisses avec le label Minergie. Bon, ça c'est l'étiquetage énergie qui devient une obligation européenne, qui est maintenant obligatoire pour toute transaction immobilière. Ça l'est depuis juillet 2007 pour l'achat ou la vente, et ça va le devenir en juillet 2008, non, c'est l'inverse, depuis 2006 c'est obligatoire pour l'achat et la vente, et ça va le devenir en juillet 2007 pour toute location. Donc chaque bâtiment va se voir attribuer une étiquette énergie qui représente sa consommation énergétique, donc son impact sur la production de gaz à effet de serre. Alors là, il y a une erreur, hein, il y a un zéro qui s'est glissé au milieu, là, hein, c'est 451, c'est déjà pas mal, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà, donc, alors ça c'est le bâtiment tel qu'on l'a conçu au XXe siècle, hein, où le pétrole coûtant quasiment rien, on se permettait de faire des enveloppes très voraces en énergie, et on palliait ça par le chauffage, bon, ça c'est l'habitat traditionnel qui est déjà nettement meilleur, c'est-à-dire tout ce qu'on faisait avant le progrès du XXe siècle, progrès entre guillemets évidemment, hein, au niveau consommation énergétique, on était bien meilleur avant l'habitat conventionnel du XXe siècle. Ça c'est l'habitat neuf tel qu'il est, tel que le plafond en est fixé par la réglementation thermique actuelle. L'habitat neuf tel que Efinergie en France vise à le promouvoir, et puis l'habitat passif, c'est-à-dire encore meilleur,
qui est possible. Alors, au niveau de l'agriculture, puisque c'est ça l'objet de cette conférence, il y a quelques constatations qu'il faut faire et quelques prévisions qui sont elles aussi évidentes que notre impératif de réduire nos consommations de gaz à effet de serre dans notre habitat, c'est qu'il va y avoir à partir de 2012, et ça sera applicable en 2013, une réduction drastique des subventions de la PAC, de la politique agricole commune, qui va faire qu'un très grand nombre de cultures subventionnées et qui sont en général des cultures très peu adaptées à leur sol, ce sont des cultures en général hors sol, comme le maïs, le colza, dans des lieux où il faut arroser énormément, où le riz en Camargue, etc., ne seront plus subventionnés, ou bien obtiendront des subventions de plus en plus faibles, ce qui fait qu'il faudra trouver de nouveaux débouchés à l'agriculture. Et le biocarburant, à mon avis, c'est une fausse bonne solution, puisqu'il faudra continuer à se nourrir, et qu'il y aura concurrence entre l'alimentation et la production énergétique, et c'est vraiment de l'effet d'annonce, c'est vraiment de la poudre aux yeux que de promouvoir ce genre de substitution. À plus ou moins long terme, court terme, pour l'agriculture également, on aura une taxation sur l'eau. On va bien, malgré les retards et les freins qui ont été mis par les lobbies pour éviter la taxation sur l'eau, on va bientôt y arriver, je l'espère. Et également une taxation carbone, c'est-à-dire que toute production agricole va aussi se voir mesurer la quantité de gaz carbonique produite par les intrants, les pesticides, les fongicides, etc., les désherbants qui sont nécessaires pour la production. Bon, alors, un petit rappel, c'est que quand on dit chauffage solaire ou énergie solaire, c'est que toute l'énergie dont on se sert sur Terre sont solaires. Même l'énergie qui sert à chauffer de façon conventionnelle notre habitat depuis à peu près 100 ans est de l'énergie solaire. Simplement, c'est de l'énergie solaire qui est stockée depuis des millions d'années dans les profondeurs de l'écorce terrestre sous forme de pétrole ou de charbon, puisque c'est la photosynthèse qui a produit cette biomasse qui a été fossilisée. Mais le problème, c'est que le problème environnemental du jour, c'est que quand on brûle le carbone qui est contenu dans cette énergie solaire fossile, on constitue du CO2, du gaz à effet de serre, qui est qui est le facteur de nos problèmes actuels. Donc une autre façon d'utiliser l'énergie solaire, c'est d'énergie. Et l'énergie nucléaire, c'est quoi? C'est considéré comme ça. Disons que la formation de tous les minerais sur Terre sont des incidences solaires. Bon, après, on ne va pas rentrer dans le détail. Une autre façon d'utiliser l'énergie solaire, c'est d'utiliser l'énergie solaire instantanée, et non plus fossile cette fois, mais instantanée, qui arrive à proximité de notre habitat. Bon, ce sont tous les systèmes que l'on dit solaires actifs, où avec un système, avec un ensemble d'instruments, on va capter l'énergie solaire à l'extérieur de l'habitat et on va l'introduire à l'intérieur. C'est la géothermie, les capteurs solaires, photovoltaïques ou thermiques, etc. Et enfin, l'énergie solaire la plus adaptée, la plus économique de tout point de vue, c'est celle qui va atteindre au moment où on en a besoin l'enveloppe du bâtiment. C'est ce qu'on appelle le solaire passif. Alors pourquoi est-ce qu'on privilégie d'abord le solaire passif par rapport, ne parlons pas du conventionnel, par rapport au solaire actif? Tout simplement parce qu'on n'a pas d'équipement additif à l'enveloppe de la construction proprement dite. C'est-à-dire que les outils qui vont nous servir à capter et à gérer cette énergie solaire gratuite qui nous parvient, eh bien, ils ont la durée de vie du bâtiment. Ce sont les parois sud captrices, ce sont les matériaux qui constituent l'enveloppe. Donc, eux, ils seront aussi durables que le bâtiment lui-même. On n'aura pas besoin de les renouveler dans 20 ans ou 30 ans ou plus, comme les équipements qui nous servent à gérer le solaire actif. Donc, le solaire actif, c'est intéressant. Par exemple, pour l'eau chaude sanitaire, il n'y a pas de doute qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas créer d'eau chaude sanitaire par l'enveloppe de notre habitat. Donc, c'est forcément des capteurs.
ou un autre système actif, mais il faut d'abord privilégier cette démarche-là en amont de la conception, avant de voir quels sont les besoins qui nous restent pour utiliser cet appoint que peut nous amener le solaire actif. Et tout ceci, c'est l'approche bioclimatique. Alors, un autre schéma qui dit autrement ce que nous a dit Samuel tout à l'heure, hein, c'est-à-dire 3 grands principes: capter l'énergie solaire, la conserver par une enveloppe super isolée, et comme on a par cette super isolation de l'enveloppe une très grande étanchéité à l'air, eh bien cette énergie que l'on capte, il faut éviter ces calories que l'on a captées, il faut éviter de les mettre dehors en renouvelant l'air, hein, et donc il y a des systèmes comme ici le système du puits canadien qui permet de tempérer l'air entrant en le faisant passer sous terre, ce qui va le rafraîchir en été ou le préchauffer en hiver, et également de faire croiser cet air entrant avec un échangeur de chaleur, c'est-à-dire que l'air chaud qui sort, l'air vicié que l'on envoie dehors, eh bien on n'envoie de l'eau que l'air vicié, mais on n'envoie pas les calories qu'il contient. Ces calories qu'il contient, on les transfère à l'air frais qui rentre. Alors tout ça c'est basé sur l'effet de serre. Alors l'effet de serre il est à il est à 2 échelles, hein. À l'échelle planétaire il est catastrophique, enfin il n'est pas catastrophique, il est bon, sinon il n'y aurait pas de vie sur Terre, hein. Mais lorsqu'il y a excès, hein, c'est comme en tout, hein, lorsqu'il y a excès il est néfaste. Mais dans l'habitat, l'effet de serre, dans l'habitat bioclimatique, l'effet de serre c'est la base du confort thermique. Ici, vous avez une serre bioclimatique, donc qui, par définition, l'effet de serre, c'est que les rayons infrarouges qui sont contenus dans la lumière solaire, ceux qui sont à courte longueur d'onde, traversent le verre. Ils vont réchauffer les corps qui sont situés en arrière. Ces corps qui sont situés en arrière vont s'échauffer, donc ils vont réémettre vers l'extérieur des rayons infrarouges à grande longueur d'onde. Et le verre, lui, est imperméable aux rayons infrarouges à grande longueur d'onde. Donc, il va y avoir, ces rayons vont être piégés à l'intérieur. Il va y avoir échauffement de l'air à l'intérieur de cette zone, de cette lame d'air, et il va y avoir convection, puisque l'air chaud va monter. Il va, en étant ici à l'intérieur, il va perdre sa température en communiquant ses calories aux parois, et perdant sa température, il va se refroidir, il va donc descendre, et il va y avoir un circuit de thermocirculation, hein, c'est de la convection qui va réchauffer l'intérieur par l'air. Et deuxième phénomène, c'est que le corps qui est situé en arrière du vitrage, ici, va se réchauffer, et quelques heures après un certain temps de déphasage, il va y avoir rayonnement, émission d'un rayon infrarouge à grande longueur d'onde vers l'intérieur, c'est-à-dire vers les habitants. Donc 2 types de réchauffement par convection et par rayonnement. Alors vous allez me dire, mais en été, on va surchauffer? Non, justement. Une serre bioclimatique bien conçue, c'est un organe de rafraîchissement en été. Je dis bien conçu, une serre bioclimatique, et pas une véranda que moi j'appelle verruanda, hein, qu'on colle au bâtiment, et qui est effectivement un système pour crever de chaud en été et pour aller acheter une climatisation. Hein. Ici c'est l'inverse, hein, si c'est bien conçu, hein, le soleil, vu son inclinaison en été, ne va plus réchauffer les corps qui sont en arrière, il va réchauffer peut-être un peu la dalle, ici. Cette dalle va émettre des rayonnements infrarouges à grande longueur d'onde qui vont chauffer l'air. Cet air chaud va monter. Il suffit d'ouvrir des trappes de ventilation bien conçues. Cet air chaud va sortir. Et quand de l'air chaud sort, il y a appel d'air, hein, puisqu'il y a dépression. Donc cet appel d'air, on va l'organiser, hein, en prenant de l'air plus frais au nord. Hein, donc on va avoir une ventilation traversante, hein, qui va permettre de rafraîchir la maison. En plus, on peut améliorer cette ventilation traversante avec des systèmes traditionnels comme on fait dans les pays d'Afrique du Nord ou en Iran ou en Égypte. C'est-à-dire on peut faire traverser un système à évapotranspiration, hein, évaporer de l'eau, hein, à l'air qui rentre de façon à ce que sa température soit plus basse
C'est une ventilation naturelle qui coûte 0 centime, qui coûte rien, et qui fonctionne très bien. Bon, alors c'est vrai qu'en cas de canicule, c'est un peu différent. Pendant les périodes de canicule, pendant la journée, on va couper les communications entre la serre et l'espace habitable en arrière. On va ventiler indépendamment la serre, et ce système-là, on va le rétablir pendant la nuit pour pratiquer ce qu'on appelle une surventilation nocturne. Bon, il faut savoir que ces problèmes de surchauffe en été vont être de plus en plus graves, puisqu'il est prévu, enfin, selon certains scénarios, qu'on ait en moyenne jusqu'à 20 jours de canicule par an, ce qui signifie que si on n'a pas une canicule chaque année, il y aura des années où on aura entre 30 et 40 jours de canicule consécutive, dans les années 1950. Alors, Samuel a dit aussi que... Comment 2050. 2050, j'ai dit quoi 1950, oui. On n'était pas nés. Bon, alors, Samuel a dit tout à l'heure qu'il ne s'agissait pas d'être performant et parfait sur un des objectifs de la construction, mais qu'il fallait être au contraire bon partout. Moi je dirais il faudrait être équilibré partout. Donc cet équilibre, cette recherche d'équilibre dans une construction écologique, on essaie à éco-bâtir, on essaie de la schématiser par l'image suivante. Cette image, elle part du cercle qui représente l'habitat. Le cercle, c'est l'enveloppe habitée. Alors, cette enveloppe, elle est constituée de deux parties. À l'intérieur, il y a les habitants. À l'extérieur, il y a l'environnement. Tout habitat, quel qu'il soit, individuel, collectif ou autre, est toujours constitué de ces deux éléments. Bon, alors entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'habitant et l'environnement, il y a 5, vous voyez ici, les deux pieds, les deux mains et la tête, ces 5 pôles d'interaction. Ces 5 points où l'intérieur touche l'extérieur et où on va essayer de trouver un équilibre à la fois entre ces 5 pôles et entre chacun des pôles et l'environnement, c'est-à-dire entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, comme je dis souvent, pour tout projet, eh bien, il ne faut pas partir sur la tête, mais il faut partir du bon pied. Et le bon pied, c'est pas, par exemple, la maison écologique qu'on a vue dans une bonne revue écologique, comme la maison écologique, par exemple, qu'on veut importer sur son terrain. Là, on va faire de la construction hors sol, comme on fait de l'élevage hors sol, ou de l'agriculture hors sol. Partir du bon pied, c'est partir du lieu. Le lieu, c'est le maître. C'est le maître du jeu. Il faut étudier le lieu, toutes ses caractéristiques climatiques, morphologiques, techniques, etc., etc. Et de cette étude, de cette mise mise en attention et mise à l'écoute du lieu, plutôt que de lui imposer quelque chose, va naître la bonne forme architecturale. C'est le lieu le maître. On a vraiment dans notre culture technicienne et interventionniste vraiment beaucoup de prétentions à vouloir imposer à un lieu qui existe avant nous depuis des millénaires, à vouloir imposer une idée qui nous vient depuis quelques jours ou depuis quelques semaines lorsqu'on veut lui imposer une maison. Donc il faut se mettre à l'écoute du lieu pour avoir la forme adaptée à ce lieu, et cette forme va s'incarner, se matérialiser, c'est le cas de dire, avec des matériaux adaptés au lieu, c'est-à-dire proches, et adaptés à la forme. Bon, pour passer les matériaux et du lieu qui sont le passé, sur lequel on pose ces deux pieds, au futur, la forme qui est le projet, eh bien, il y a les domaines du présent. Donc, les matériaux vont devoir être mis en œuvre. L'importance de la qualité de la mise en œuvre est énorme. On n'aura pas le temps d'en parler, mais je dirais pas que c'est basique, mais ça peut ruiner tout le reste si c'est mal pensé. Et cette mise en œuvre suppose l'intervention de fluides et d'énergie. Bon, dans le vocabulaire du bâtiment, c'est tout ce qui traverse le bâtiment et qui produit un effet avant d'en ressortir. Alors, au premier rang de ces fluides et ces énergies, j'en mets un dont on parle beaucoup dans le bâtiment, mais qu'on ne range pas dans cette catégorie, c'est l'argent. Le premier fluide et énergie qui est nécessaire pour cette mise en œuvre,
c'est l'argent qui est fluide et énergie en même temps. Ensuite, il y a le liquide, l'eau, il y a l'énergie, l'énergie chauffage, l'énergie mécanique, l'électricité, les télécommunications aussi maintenant, hein, voilà, qui à leur tour ont une incidence sur le lieu. Hein, puisque quand je me sers de l'eau dans mon bâtiment, je la salis, je la souille et je la retraite en général sur le lieu ou à proximité du lieu. Donc je modifie le lieu. Hein, donc, alors pour tout ceci pour montrer qu'il n'y a pas dans une construction écologique réussie un pôle qui est parfait. C'est impossible. C'est comme la vie, personne n'est parfait d'entre nous. Hein, on a tous nos plus et nos moins. On est tous équilibrés. Enfin, on cherche l'équilibre en tout cas. Hein, même si on ne l'obtient jamais, hein, on le cherche. Donc, dans une conception, dans une construction écologique, l'objectif, ça va être d'équilibrer tous ces pôles entre eux. Et comme on l'a dit, chacun de ces pôles est un média avec l'extérieur. Hein, on va aussi être équilibré avec l'environnement extérieur. Donc ça, c'est tout l'art de la conception écologique. Hein, je prends un exemple. Vous voulez être parfait sur les fluides et les énergies, par exemple avoir une maison autonome, hein, aucune énergie puisée de l'extérieur. Bon, jusqu'à 20 kWh par mètre carré et par an, on y arrive avec de la botte de paille, par exemple, une bonne conception. Maintenant, les 20 kWh qui vous restent, eh bien, eux, ils vont vous coûter monstrueusement cher. Donc, vous allez sacrifier pour les obtenir, si vous voulez être 100% autonome, la forme qui va être basique, et vous allez faire du fonctionnalisme thermique, et ça risque d'être acélé. Hein. Vous allez sacrifier la mise en œuvre, vous allez mal payer les gens, vous allez faire travailler des gens au noir, etc. Hein. Vous allez mettre des matériaux de bas de gamme, de la laine de verre bas de gamme dont on parlait, etc., etc. Vous allez y arriver peut-être, mais au détriment de l'équilibre de l'ensemble. Voilà, donc l'objectif c'est l'équilibre et pas la perfection. Alors l'énergie grise, bon, on en a parlé, hein, c'est l'énergie qui est incluse dans les matériaux. Je passe un peu vite parce que je crois que je ne voudrais pas trop dépasser le temps pour les autres. On peut faire également le bilan carbone d'un bâtiment. Ici, c'est l'association Arezo dans le sud-ouest qui a établi par rapport à la consommation, à la production de gaz à effet de serre et au contraire au stockage de gaz à effet de serre que provoquent certaines opérations du bâtiment, un bilan carbone d'une habitation, par exemple ici en botte de paille. Alors vous avez au-dessus de la ligne 0 horizontale, vous avez la production de gaz à effet de serre. C'est-à-dire il y a des opérations où on utilise du pétrole, on utilise des carburants fossiles qui produisent du gaz à effet de serre. En haut, donc artificialisation de l'emprise du bâtiment, c'est les VRD, c'est les accès, etc. Bon, on produit du gaz à effet de serre, etc. Total engin de chantier, déplacement, matériaux minéraux crus, hein, puisqu'il faut un peu d'énergie quand même, et matériaux minéraux cuits. Hein, donc vous avez un bilan négatif, bien que ce soit au-dessus de la courbe, hein, un bilan négatif en production de gaz à effet de serre. Ce bilan négatif est totalement compensé par les matériaux végétaux, hein, qui eux sont des puits de carbone, c'est-à-dire eux vont détruire du gaz à effet de serre, hein, puisque je pense que le schéma suivant le montre, hein, pour constituer une tonne de matière, le végétal, que ce soit de l'arbre, un arbre ou de la paille ou du chanvre ou autre, il va absorber 1,6 tonnes de CO2, il va couper donc ce CO2 en deux, hein, et il va émettre 1,1 tonne d'oxygène et fixer dans ses fibres 0,5 tonnes de carbone. Ça veut dire que pendant toute la durée de vie du bâtiment, tant qu'il ne brûlera pas, ou tant qu'il ne sera pas détruit, eh bien, ce carbone fixé sera du gaz à effet de serre en moins. Et puis si en fin de vie on le valorise en le brûlant pour se chauffer, eh bien on a un bilan qui est de zéro, hein, puisqu'on on a reconstitué la quantité de CO2 qui a été fixée au moment de la croissance de la plante. Bon, ça c'est un tableau, et puis après on va passer la paille. Hein. C'est un tableau que j'aime bien parce que ce n'est pas des écolos intégristes qui l'ont fait, c'est l'école technique de Zurich et l'école des mines de Paris. Hein, eux, ils parlent d'une maison traditionnelle que moi j'appelle conventionnelle, puisque c'est traditionnel, c'était avant 14-18, alors qui utilise des matériaux d'origine minérale essentiellement,
elle provoque une émission de gaz à effet de serre pour sa construction, je ne parle pas de sa consommation, hein, chauffage, rafraîchissement, etc. Pour sa construction, elle provoque une émission de 30 fibres. Alors, l'intérêt des fibres végétales, c'est que, bon, c'est un matériau vivant, hein, c'est un matériau qui reste vivant et qui garde dans ses performances un grand nombre des performances que le matériau avait vivant. C'est vrai pour le bois, c'est vrai aussi pour les fibres végétales. On le verra un petit peu à la fin. Alors l'historique, ça remonte au tout début des années 90. Avec Samuel, on était parmi les premiers acteurs en France et même au monde, je dirais, puisque à bâtir des maisons en chanvre banchée sur ossature bois. Hein, ça c'est la première, enfin, c'est une des deux premières, pour être honnête, maisons en bois et chanvre banchée qui ait été bâtie au monde. Hein. La deuxième étant contemporaine et étant bâtie à Tours, avec le même principe. Bon, alors c'était tout simplement, la structure porteuse est en bois, et on met sur cette structure porteuse des coffrages, et à l'intérieur de ces coffrages, on déverse un mélange de chènevotte de chanvre et de chaux, hein, plus ou moins hydraulique, de façon à obtenir un mur monolithe d'un seul bloc, d'un seul tenant, qui après séchage peut être enduit et est isolant, et en plus a des capacités de confort thermique en été, hein, puisqu'il peut absorber l'humidité et la réévaporer vers l'intérieur en été, ce qui baisse la température à l'intérieur. En fait, il fonctionne comme un mur traditionnel ancien, comme un mur en pisé, comme un mur en pierre ourdé à la chaux, à part qu'il est beaucoup plus isolant. À quelle épaisseur? Comment? Alors voilà, on était un peu plus jeunes. Hein. Ici, il avait une épaisseur de 28 cm, quelque chose comme ça, non? Ouais, 22, 25. 22, 25, même moins que ça, ouais. Comment? On est mignon, hein. Bon, ça c'est... bon, on a fait... il y a eu quelques centaines de maisons en chanvre banchée. Une autre, ça c'est une maison en Ardèche. Également, au niveau de l'utilisation des fibres agricoles, des sous-produits agricoles, dans les années 80, le CEDER à Nyons, le Centre d'études des énergies renouvelables, avait déjà fait des essais pour faire du fibraglo avec la paille de lavande. Le fibraglo, c'est cette espèce de... ça ressemble un peu à un plat de spaghettis compressé. Hein, on en trouve dans les salles polyvalentes, c'est de la fibre longue de bois résineux agglomérée avec du ciment ou de la magnésie. Donc les essais par le CEDER à Nyons avaient été concluants, mais malheureusement, économiquement, il n'y avait pas le débouché. Hein, donc les essais étaient restés un peu en plan, si j'ose dire. Alors la paille de lavande, vous le savez sans doute, c'est les résidus de paille de lavande, ou de lavandin plutôt, hein, pour être honnête, c'est du lavandin, un hybride, après distillation. On extrait l'essence de lavande et il reste des millions, des milliers tout au moins de mètres cubes de paille de lavande qui sont inemployés, qui pourrissent au bord des champs, hein, ou que l'on brûle, qui sont vraiment un produit, vraiment un déchet, hein, qui est complètement inemployé. Voilà, donc, alors on peut le broyer, hein, l'idée c'est de le broyer, de le réduire en paillettes, un petit peu comme la chènevotte de chanvre, pour ceux qui connaissent. Et ici, en 92, déjà, en Ardèche, près de la Mastre, on avait fait la première maison en bois et béton de lavande banchée, c'est-à-dire le même principe que pour le chanvre, hein, puisque le matériau se ressemble beaucoup. L'idée, c'était, le chanvre était cher quand même, il est toujours cher, hein, c'est d'utiliser un matériau local, un déchet agricole, pour le mettre en œuvre dans les mêmes conditions. Donc, ça avait été fait. Ça a été fait en autoconstruction plusieurs fois, hein, pour avoir des murs isolants qui sentent bon en plus, qui sont insectifuges, hein, puisque ça repousse les insectes. Bancher, ça veut dire coffret. Hein. Les banches en bâtiment, c'est les coffrages. Hein, c'est-à-dire vous allez voir des banches plus loin, hein, dans des chantiers un peu plus récents, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc après, cette maison à Dézaigne avait été revêtue d'un bardage bois avec lame d'air. Enfin, ça, c'est de l'autoconstruction. Hein, c'est assez étonnant, mais c'est... Alors, la paille de lavande dans le sud de la France, enfin dans la Drôme, a été remise au goût du jour en 2002-2003,
il y a une société, là, une petite société, des copains qui se sont associés pour relancer ça. Ils récupèrent la paille de lavande chez les distillateurs, ils la broient, et d'une part, ils la commercialisent en sac ou en camion, en vrac, pour des utilisations diverses dans le bâtiment. Et également, ils ont une activité de construction. Ils sont aussi constructeurs. Donc, ils font des maisons à ossature bois remplies de paille de lavande et des isolations de murs, etc. Alors, ils sont au point de Sigilla. Bon, vous faites thermolavande, vous trouverez facilement leurs coordonnées. Ne les appelez pas tous parce qu'ils sont tout petits. Hein, alors, je ne sais pas comment ils vont faire. Hein. Le problème, c'est que... Comment ? Un par un. Un par un, oui, c'est ça. Voilà, donc la paille de lavande est broyée. Hein, ce qui sort du distillateur est broyé. Hein, on en fait une espèce d'agrégat léger. Hein. Ici, c'est un outil agricole comme l'ensileuse va très bien hein, pour ce genre d'opération. C'est versé dans la bétonnière. On rajoute de la chaux aérienne éteinte, plus un peu de pouzzolane, c'est une roche volcanique en poudre qui permet d'accélérer un petit peu la prise et de rendre la chaux aérienne un peu plus hydraulique, c'est-à-dire un peu plus rapidement dure. Et de l'eau, on fait un béton, et ce béton allégé, on le coule un petit peu comme dans les exemples qu'on a vus précédemment, dans une ossature en bois. Ici, on a un coffrage perdu à l'intérieur qui est en bois, en panneau de bois, qui va servir de paroi intérieure. On peut faire des isolations basses de plancher? Oui, vous allez voir. Ouais. Alors ça, bon, c'est une photo de détail. On monte au fur et à mesure. À chaque rang, on monte... Chaque jour, en général, on monte d'un rang. Hein, on décoffre le soir et on recoffre le matin. Voilà, en haut. Et puis, voilà. Et puis après, ça peut recevoir un enduit. Enfin, ça doit recevoir, d'ailleurs. Non seulement ça peut, de protection à base, en général, de chaux et de sable. Alors, on utilise aussi dans la même maison... Alors ça, c'est la maison d'un des deux associés de cette petite société qui ont fait une maison test un petit peu avant de commencer leur activité. Là, ils ont utilisé la paille de lavande liée avec un peu de chaux également en toiture. On peut l'utiliser en vrac, mais ici, la recherche, c'était un peu plus de densité pour le confort d'été. Hein, c'est-à-dire de densifier un peu plus la matière pour avoir plus de capacité thermique, donc moins de surchauffe en été. Voilà, et puis pour répondre à votre question, on peut aussi l'utiliser en chape avant de poser un carrelage. Alors là, sur ce point-là, je suis peut-être plus prudent qu'eux, hein, c'est-à-dire qu'on a fait avec de chanvre beaucoup de chapes isolées avant de pose de carrelage, et sur 2 ou 3, on a eu de gros problèmes, parce que le propriétaire avait posé le carrelage très vite, il n'a pas attendu le séchage total, et donc ça a fermenté, et quand on a visité le chantier, ben, on était un peu comme dans un marécage, hein, c'était spongieux, hein, il a fallu tout démonter, donc prudence avec les isolants végétaux, quand on ne peut pas contrôler absolument les délais de finition qu'on veut, voilà, donc ça il faut être prudent. Nous on préfère des préférences quand même à ce poste-là, on préfère des isolants inertes, hein, comme la pouzzolane éventuellement, la vermiculite, la perlite des roches volcaniques, ou bien au pire dans les isolants végétaux, enfin, le liège expansé en vrac. Bon alors, une étape suivante après les essais en 1990, ça a été 2001 à Montpellier, hein, dans le cadre d'une commande publique, hein, que Samuel a piloté, c'est l'association Arcane, dont Samuel est le membre actif et le seul apparemment. Donc on a... Ben ouais, faut Je dis dire. ça parce que il est l'autre principal membre et effectivement il n'est pas très actif. Je suis le président et je me contentais de signer. Je me contentais de signer les engagements. Bon, il a quand même obtenu de plein de partenaires, la région, l'Europe, le conseil régional, conseil général, l'ADEME, même la FFB, Fédération française du bâtiment, hein, c'est
groupe des gros du bâtiment, 5 millions d'euros à l'époque, non, 5 millions de francs, c'était avant l'euro, 3 millions. Combien? Tu m'as jamais dit que tu avais eu le projet. Ok. Pour faire les essais, pour faire les tests, on a fait brûler des toitures, on a fait brûler des murs pour voir si c'était coupe-feu, etc. Il y a eu toute une campagne de tests des sondes hygrothermiques, tous les murs sont truffés de sondes hygrothermiques, etc. Pour voir comment le bâtiment se comporte dans le temps, pour avoir des bilans en utilisation, des bilans réels. Bon alors, il y a eu 2 bâtiments, un en chambre banchée sur ossature bois, et un autre en botte de paille sur ossature bois. Celui en botte de paille a été un grand pas en avant aussi pour vers la validation, puisqu'on n'a pas encore professionnel de la botte de paille. Bon, donc on mélange la chaîne botte de chanvre avec de la chaux et de l'eau. On la met dans des banches, des coffrages. Voilà, ces banches sont désolidarisées, sont écartées des montants ossature bois porteurs, de façon à ce qu'il n'y ait pas de retrait, de fissure entre les deux. Voilà, vous avez vraiment compris le principe. On tasse légèrement, on tasse beaucoup moins que pour du cuisine, il n'y a pas beaucoup de pression, c'est assez léger comme tassement. Voilà, on décoffre, on recoffre. Voilà, et au bout du compte, quand c'est fini, on peut enduire. Quand c'est sec, on peut enduire. Les maisons sont habitées depuis 3 ans, c'est ça, Voilà, et bon, les habitants en sont très contents. C'est des maisons à très basse consommation énergétique. Même épaisseur de mur? Comment? Même épaisseur de mur je sais pas, l'épaisseur. 30 pour celle en béton de chambre et 50 pour celle en paille. D'accord. Alors, 2003-2004, je crois que à Grenoble a eu lieu le premier immeuble en ville, en bloc de chambre. Alors là, ce sont des blocs préfabriqués. Alors le problème avec cette technique-là, c'est qu'il y a un délai de séchage très important. Donc il faut attendre longtemps. Il y a de très légers retraits quand même, même quand on les minimise, il y en a quand même. Donc c'est quand même des chantiers qui sont assez compliqués à gérer. Il y a donc toute une autre filière qui consiste avec le chanvre, on verra que ça existe aussi avec la paille de lavande, que ça se crée, à préfabriquer des blocs et à les faire sécher en entrepôt avant de les mettre en œuvre et de les maçonner un petit peu comme des briques. Alors ce sont des blocs pleins évidemment, c'est le cas ici. C'est le cas ici, dans cet immeuble de R+5. Alors ici, c'est une ossature bois, comme vous le voyez, bon, une ossature secondaire en bois sur une trame principale en béton. Bon, on ne peut pas aller trop vite, on ne sait pas encore que le bois ça tient, donc il faut rassurer les maîtres d'ouvrage. On met un peu de béton pour les rassurer. Voilà, et pour laisser quelques ponts thermiques pour compliquer un peu la tâche, mais bon, dans 20 ans peut-être on arrivera à faire des immeubles en bois complètement. Alors ici, c'est pas du béton non plus, c'est pas le bloc Alliance là dont on vous farcit les oreilles à la radio, malgré ça en a la couleur, mais par contre c'est du chanvre. C'est vraiment le bloc chanvre champion de la construction écologique, c'est le vrai celui-là. C'est pas celui dont on vous parle à la radio. Alors c'est cet immeuble à Grenoble. Alors depuis 1990, vous voyez 2007, il a fallu attendre 17 ans pour avoir les premières règles professionnelles d'exécution des ouvrages en béton de chanvre. Donc ça a été très long, 17 ans. Elles viennent de paraître. Je pense que pour la paille, ça ira peut-être un peu plus vite, parce que le béton de chanvre, si j'ose dire, a tracé la voie, a ouvert le chemin. Donc on peut faire maintenant des isolations de sol, des isolations de toiture, des applications sur mur, des enduits en béton de chanvre ou en mortier à base de chanvre, dans un cadre professionnel qui peut être assuré. Voilà, c'est ça l'objectif, c'est qu'on approche de l'assurabilité. C'est une vidéo ça? Bon, ok. Combien? 5 minutes? Ok. 10. Alors, 10, tu as fait les deux mains, ok. C'est bien. Donc, vous voici ces blocs préfabriqués. Alors, ils sont préfabriqués par un CAT, Centre d'aide par le travail. Il y en a plusieurs qui sont en train de lancer cette fabrication, parce que avant, ils faisaient de la menuiserie, donc c'était très dangereux, donc les moniteurs faisaient tout, pratiquement. Là, dans le moulage des blocs de chanvre, ou des blocs de lavande, ici, c'est lavande chaud,
les handicapés peuvent tout faire. Hein, c'est-à-dire ils mettent la main à la pâte, c'est le cas de dire, de A à Z, sans qu'il y ait de danger. Hein, donc c'est beaucoup plus créatif pour eux, c'est beaucoup plus motivant, voilà, et c'est plus intéressant pour tout le monde. Voici les blocs, alors c'est toujours pas du parpaing, hein, c'est des blocs de chambre prêts à partir dans l'entrepôt du CAT, vu un peu en détail. Alors c'est le CAT de Saint-Pantaléon-les-Vignes, près de Valréas. Il y en a, mais ils sont en train de s'associer avec d'autres CAT de la Drôme et du Vaucluse dans un premier temps. Je pense que ça va faire tache d'huile ou boule de neige. Hein, Bon voilà, donc c'est un peu début dans le CAT, on ne m'a pas laissé photographier les gens qui travaillent, c'est normal. Mais voilà, donc il est pèse, vous voyez, tout est prévu pour que tout soit vraiment facile à faire, c'est répertorié, voilà, ça c'est les moules. Alors on utilise de l'aluminium, vous voyez, en construction écologique, pour faire les moules. Ouais, bon là ça va, c'est un compromis. Ça se démoule bien, il y a des rehausses, vous voyez la rehausse elle est là juste pour qu'à la compression, au démoulage, eh bien, que ce soit le bloc soit parfait. Voilà la presse, on fait même des linteaux, hein, des linteaux en paille de lavande, c'est pas mal. Hein. Ils sont ferraillés, non? Comment? Ils sont ferraillés, non? Non, ils ne sont pas ferraillés, ils sont boisés. Ils sont boisés. Voilà. Ben, ça c'est un linteau qui est à rupture de pont thermique. Voilà. Bon, c'est expérimental, il ne faut pas croire qu'on va ne commander pas 50 mètres linéaires de linteau et qu'ils ne pourront pas fournir. Hein, donc c'est au tout début tout ça, hein, il y a beaucoup de choses qui sont au début. Bon, on utilise par exemple les isolants végétaux en vrac en isolation de toiture, hein, ça c'est de la chaîne de bottes de chanvre. On utilise ici ça, des photos qui viennent de Arezo dans le sud-ouest aussi, qui est une association qui fait beaucoup d'essais sur la valorisation des fibres végétales. Ça peut être de la paille, ici, de la paille des céréales, ou de la tige de tournesol concassée, puisque c'est comme du sureau un peu, c'est plein de vide. Ici, c'est une isolation, c'est une cave vinicole à Nyons, près de Nyons, qui est isolée en paille de lavande, en vrac, en toiture. Hein, c'est une excellente isolation qui maintient, on a calculé la capacité thermique et le déphasage en été, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour obtenir une température constante en été, jour, nuit, malgré les canicules, etc. Quelle épaisseur? 30 cm, quasiment. Voilà, vu le prix de la matière, il ne faut pas s'y gêner. Hein, voilà. Bon, alors on peut l'utiliser aussi en enduit de correction thermique sur le bâti ancien. Alors attention, pas isolation, il est interdit d'isoler par l'intérieur du bâti ancien, c'est-à-dire du bâti avant 1914, parce qu'on détruit son équilibre thermique, hein, on le met en danger, donc il ne faut surtout pas isoler le bâti en pierre ou en pisé par l'intérieur. Hein. Par contre, on peut corriger le rayonnement thermique de la paroi qui est trop froid, qui nous oblige à surchauffer l'air intérieur pour avoir une sensation de confort, avec des enduits comme ça qui vont vite se réchauffer et éviter que l'on surchauffe l'air intérieur. Bon, alors on a toutes sortes de finitions, c'est plutôt après esthétique, hein, où voilà, on peut éventuellement recouvrir cet enduit avec de la chaux, avec de la terre. On voit si ça c'est un enduit à base de paille de lavande chaux. On peut faire paille de lavande terre aussi, hein, voici des photos, bon, voilà, dans le détail. Voilà, donc c'est des... Bon, alors voilà, pour finir, voilà, je vais être dans les 10 minutes, alors c'est toujours l'histoire des 3 petits cochons. Alors pour les fibres végétales, hein, le mythe des 3 petits cochons est quand même toujours là. Alors les 3 petits cochons, ici c'est une publicité de bâti produit, c'est comment dire, le site de vente le site promotionnel pour les matériaux du moniteur du bâtiment, qui se base toujours sur cette vieille histoire du loup et des 3 petits cochons. Alors moi je voudrais vous l'expliquer, l'histoire du loup et des 3 petits cochons. Vous vous souvenez sûrement que les deux premiers petits cochons qui bâtissent leur maison en paille et en bois, ils chantent, ils sifflent, ils prennent la vie à la légère. Hein, c'est ça, ils sont joyeux de bâtir. Hein, c'est léger, c'est le 3e, il en bave un peu quand même. Alors le problème, c'est que ça, c'est une histoire judéo-chrétienne. Hein, c'est vraiment la transposition de la Genèse.
la Genèse, vous vous souvenez tous, quand Dieu a chassé Adam et Ève du paradis terrestre, hein, il les a convoqués après avoir goûté de l'arbre de la science, c'est-à-dire l'arbre qui amène la connaissance de la réalité, hein, c'est-à-dire quelque chose de divin, hein, qui était réservé à Dieu, et il leur a dit, après avoir fait ce sacrilège, il a dit à Ève, tu enfanteras dans la douleur, et il a dit à Adam, tu mangeras, tu gagneras ta vie à la sueur de ton front et tu construiras ta maison avec un crédit extrêmement long. Et si tu veux construire en autoconstruction, tu porteras des briques lourdes sur ton dos et tu finiras avec une sciatique. Voilà, donc c'est... Voilà. Voilà, alors c'est ça les trois petits cochons, hein, ça il ne faut pas l'oublier quand même. Hein, la vie et la construction, il faut en baver, hein, il faut en chier si j'ose dire. Voilà, donc c'est ça l'histoire. Alors, pourquoi c'est pas vrai? Tout simplement, c'est pas vrai parce qu'on le constate. Hein, plutôt que, ici j'ai un test d'une toiture. Alors ça ne brûle pas, ça ne tombe pas, et si le souffle, ça ne s'envole pas, si c'est bien fait évidemment. Ici j'ai une toiture en laine de bois, hein, qui a été le type Sarking, qui a été construit par un fabricant en Suisse, Pavatex, d'isolant en laine de bois. En France, la laine de bois est classée M2, c'est-à-dire normalement combustible. Et vous avez un autre isolant qui est classé M0, qui est classé non combustible, c'est la laine de verre. Hein, donc ils ont construit aussi une toiture en laine de verre, et ils ont essayé de voir ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que c'est? Alors M0, M2, c'est en fonction du test que l'on appelle du Brandon. C'est-à-dire qu'au CSTB, on loue une salle, on loue très cher une salle, dans laquelle il y a un bureau qui coûte très cher à la location, 2 chalumeaux qui coûtent très cher, et un expérimentateur, un laborantin qui coûte très cher aussi, qu'on paie très cher. Il braque ces 2 chalumeaux sur un morceau de laine de bois, un morceau de laine de paille, pendant un certain temps, avec un chronomètre qui coûte très cher, et au bout d'un certain temps, il vous envoie une facture qui coûte très cher pour vous dire que la laine de bois brûle, puisqu'il y a un petit tas de cendre à la place, et que la laine de verre ne brûle pas, parce qu'il y a encore de la laine de verre. Bon, quand on regarde, non pas ce qui se passe dans le laboratoire, mais ce qui se passe dans la maison qui brûle pour les gens qui sont dessous, c'est très différent. Donc vous avez ces 2 toitures, et c'est le test que font les Suisses. Bon, alors au bout de 50 minutes, la toiture en laine de bois, eh bien, elle s'est carbonisée sur sa face interne. La température ici est 100 degrés au milieu, et ici elle est restée de 18 degrés au-dessus. Hein, donc on a eu le temps de partir, on a eu le temps de faire venir les pompiers. M2, normalement combustible. La toiture M0 incombustible, elle est comme ceci, après le même laps de temps. Alors, ça ne veut pas dire que ça ait brûlé, hein, mais tout simplement, vous avez ici une température de 200 degrés au lieu de 18 degrés. Et les lithos qui supportaient les tuiles, eh bien, ils ont été carbonisés sans brûler, puisque la flamme n'a pas traversé, mais la chaleur a fragilisé les lithos qui se sont effondrés sur les occupants. Hein, voilà, donc c'est plus important en France de savoir si la laine de verre brûle ou ne brûle pas, que de savoir si les occupants qui sont dessous sont brûlés ou pas brûlés. Donc, je crois qu'ils n'ont pas le temps, ils sont asphyxiés par les émanations. Oui, en plus. Des PVC, Oui, de toute façon, oui, ils n'ont pas le temps de brûler, c'est une erreur. Ils ont été asphyxiés avant par les émanations de PVC, etc. Comment? Il brûle aussi. Comment? Il brûle aussi. Voilà, en plus. Voilà, il brûle, mais il brûle après avoir été asphyxié, ce qui est quand même moins cruel que de brûler vif. Bon, deuxième point, et c'est fini après, hein, deuxième angoisse qui vient de l'histoire du loup, et c'est la pourriture, la décomposition, etc. Bon, on a tendance à penser, on nous fait croire que les matériaux végétaux pourrissent ou se décomposent plus que les fibres végétales, les fibres minérales. C'est l'inverse. Hein, tout simplement parce que les végétaux, ils ont vécu avec l'humidité. Le bois, les fibres végétales, elles ont contenu de la sève. Donc,
quand elles ont été récoltées, qu'elles ont séché, eh bien, je vais passer une diapo. Elles contiennent, dans leur structure, on a des microcavités qui vont stocker l'humidité excédentaire sans que les fibres se mouillent. C'est-à-dire que l'humidité ne va pas se mettre entre les fibres, comme avec de la laine de verre, mais elle va se mettre dans les fibres. Donc les fibres vont gonfler légèrement, mais il ne va pas y avoir de l'eau, ça ne va jamais être mouillé. Donc leur capacité isolante ne diminue pas, ou diminue de façon infime, hein, et c'est jamais mouillé. Et en été, il va pouvoir y avoir réévaporation. Bon, ici aussi, c'est des fibres de chanvre, vous voyez la microporosité de ces fibres. Et alors, ce qui est important, c'est que l'on puisse maintenir dans la conception de ces parois une migration de l'humidité qui peut se passer dans les fibres végétales, vers l'extérieur pour qu'il y ait évaporation, et vers l'intérieur pour qu'il y ait aussi évaporation. C'est le principe des parois perspirantes qui permettent à la fois qu'il y ait maintien du pouvoir de la capacité isolante des fibres et également confort d'été, puisque évaporation dit rafraîchissement de l'air. Voilà, je crois que j'ai fini. Hein,